Des amants discrets, un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Deuxième partie. Résistance civile. Ce n'est qu'après avoir passé nos épreuves du premier baccalauréat, en ce qui me concerne dans la série Sciences-Langues, que notre plan est mis à exécution. Je suis rentrée à la maison dès la fin des examens. Élise, avec sa mère et son frère, sont arrivés à la gare de Saint-Martin le 13 juillet. Je suis allée les chercher à la gare avec Roger. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai fait la connaissance du frère et de la mère de mon ami. Lily ressemble beaucoup à sa mère. Même chevelure brune frisée, mêmes yeux couleur chocolat. Autant la chevelure de mon ami est ondulée, autant en revanche les cheveux de son frère sont raides. Mais légèrement plus clairs, avec des reflets cuivrés et les mêmes yeux foncés. Aucun n'arbore plus cette affreuse étoile jaune, et ont dû en effacer les traces sur leurs vêtements. Leur voyage s'est passé sans accroc. Nous avons 1 kilomètre à faire à pied pour rejoindre la ferme. J'ai pris mon vélo et Roger le sien, auquel il a accroché une remorque. Ainsi, nous pouvons cheminer sans porter les valises. À 7 heures, aucun soldat allemand n'est présent au moulin. J'explique à nos hôtes qu'ils auront peu l'occasion de les voir, sauf lorsque l'un d'eux, souvent le même, depuis quelque temps, vient chercher le lait et le beurre. La petite famille est donc accueillie par mes parents et ma grand-mère avec chaleur, avec un gâteau aux pommes et du lait chaud, car les températures sont loin d'être estivales en cette veille du 14 juillet, que nous ne fêtons plus depuis que la France est occupée. Dans cette ambiance, Élise s'ouvre un peu plus qu'au lycée, où elle était toujours sur la défensive. Son jeune frère paraît tout aussi réservé qu'elle, et répond seulement aux questions que nous lui posons. « Il ne faut pas lui en vouloir, argumente Madame Littmann. Depuis des mois, nous avons appris à faire attention à ce que nous disons en permanence. » Je comprends. Il faudra continuer encore un moment, car même si avec nous, vous n'avez rien à craindre, nous ne sommes jamais à l'abri d'oreilles indiscrètes, déclare mon père. Donc surtout, lorsque vous vous présentez, utilisez votre nouvelle identité. Je regarde mon père surprise. Il a l'air de savoir des choses que moi j'ignore. Voyant mon air interrogateur, il se tourne vers moi. « Toi aussi, Hélène, tu vas devoir être vigilante. Je pense que tu te poses des questions. » « En effet, rétorquai-je un peu vivement. Tout le monde ici a l'air d'être informé sans qu'on daigne m'en parler. »« Et je vais te donner les réponses à tes interrogations, répond mon père avec un petit sourire. Tu avais déjà évoqué ton amie Élise plusieurs fois. Heureusement, tu n'as cité son nom de famille qu'une seule fois. J'ai préféré ne pas réagir, car les officiers allemands qui logeaient ici auraient pu deviner que ton amie est juive. Mais moi, j'ai bien retenu ce nom, car j'ai bien connu le père de ton amie. L'adjudant Littmann était mon supérieur pendant la Grande Guerre. C'est un homme droit et juste. J'ai fait le lien avec la rafle du début mai quand tu as demandé à ce que ton ami vienne, soi-disant en vacances ici, et que ta grand-mère nous a expliqué que son père avait été arrêté. Sans le savoir, tu m'as donné l'occasion, une fois de plus, de prouver mon attachement à mes valeurs. Une fois de plus, dis-je étonné. Monsieur Hacheret m'a déjà sollicité pour cacher une famille depuis le départ des 3 premiers officiers. Avant, c'était bien trop risqué. Tu veux dire que tu œuvres pour la résistance ? Mon père ne répond pas tout de suite, comme s'il pesait ses mots. J'ai beau être un ancien poilu, il y a belle lurette que je ne voue plus une admiration sans borne au maréchal, même si je dois faire semblant de ne pas être opposé à Vichy pour ne pas attirer trop l'attention. Disons que je suis un sympathisant des résistants. Mon rôle ne consiste qu'à cacher des personnes recherchées, juifs ou opposants politiques qui veulent ensuite passer en zone libre. Mon père insiste ensuite sur l'importance de ne pas commettre d'impair. Les Littmann s'appellent désormais Lièvremont. Ils ont aussi changé de prénom. Élise est devenue Eliane, son frère Pierre se prénomme maintenant Paul, et leur mère, Déborah, est Denise Lièvremont, née Monchy. Si leurs dates de naissance sont restées inchangées, leur lieu de naissance a été modifié pour celui de Vendôme, dont les archives de la mairie et celles du tribunal ont été détruites le 15 juin 1940, ce qui rend toute vérification quasi impossible. C'est à cette occasion que j'en apprends plus sur la famille de mon amie. Déborah, alias Denise, est née en Allemagne, à Francfort, et a rencontré son mari alors que les troupes françaises occupaient la ville. Elle l'avait suivi en France où ils s'étaient mariés en 1921. N'ayant pas connu le frère de Lily avant ce jour,
il ne m'est pas trop difficile de l'appeler par son nouveau prénom. Quant à mon amie, elle persiste à l'appeler par le surnom qu'elle lui donne depuis qu'il est petit, Tintin, à cause de sa mèche rebelle sur le devant. Une fois toutes les recommandations données, j'emmène nos invités dans leurs chambres respectives. Lily va partager la chambre de sa mère, et Tintin aura la chambre d'André pour lui tout seul. En fin d'après-midi, nous avons l'heureuse surprise de voir arriver M. Hacheret. Il est venu me féliciter pour mes résultats au premier baccalauréat. Lily a également réussi les épreuves, mais contrairement à moi, Dieu seul sait quand elle pourra poursuivre ses études. Toutefois, cette visite a un autre but. Organiser le départ de nos invités n'est apparemment pas une mince affaire. Qui plus est, l'oncle de Lily a fait savoir qu'il allait quitter la France pour l'Angleterre. Il conseille à sa sœur de passer en Espagne, puis au Portugal pour le rejoindre. Ce changement a un impact non négligeable. Il faut que le voyage de nos amis soit bien planifié dans les moindres détails, car il nécessite le relais de plusieurs réseaux. En effet, les autorités d'occupation exercent une surveillance rigoureuse sur la ligne de démarcation. Elle ne peut être franchie qu'au point de passage officiel, et sur présentation d'une carte d'identité et d'un Ausweis délivré par les Kommandanturen. Ce qui signifie élaborer un dossier complet transmis aux autorités allemandes, comprenant photo d'identité, certificat de domiciliation et un motif valable pour cette demande, tel une naissance, un enterrement ou la maladie grave d'un proche parent. Ces démarches légales sont donc interminables et émaillées de multiples tracasseries administratives. Depuis l'été 1941, des mesures sont néanmoins prises pour favoriser le regroupement des familles de réfugiés, désireux de rester en zone sud. Pour nos amis, il est plutôt envisagé une traversée clandestine de la ligne grâce au réseau du père de Solange. Mais les contrôles sont devenus plus nombreux et plus stricts depuis le printemps 1941, quand les soldats de la Wehrmacht ont cédé la place aux douaniers. L'opération va prendre un peu de temps. Un temps pendant lequel les Lièvremont sont censés être en vacances chez nous tout en participant aux travaux de la ferme. C'est leur seule contribution à leur hébergement, car mon père refuse d'être payé pour ce qu'il juge être un acte d'humanité. Quelques jours plus tard, une nouvelle qui n'a pas paru dans les journaux officiels nous fait froid dans le dos. Elle nous est parvenue via mon instituteur, qui nous remet une feuille du journal Libération du 17 juillet. D'une part, cette feuille cite un avis du 10 juillet prévoyant l'extermination de ceux qui seraient soupçonnés de sentiments anti-allemands. Il évoque aussi un chantage à la mort, après les massacres d'otages et les primes à la délation. Cette information ne me met pas moins en colère que mon père. Si c'est ça, il s'apprête à exterminer la moitié des Français, m'exclamai-je. D'autre part, la suite de l'article mentionne des rafles monstres qui auraient eu lieu le jeudi 16 juillet, des arrestations dès 5 heures du matin dans tout Paris, au domicile de juifs étrangers et de juifs français, y compris des femmes, des enfants de tous âges, pour les emmener vers des camps de concentration. Les journaux que nous pouvons avoir à Saint-Martin n'ont absolument pas parlé de cette rafle. Cette fois, la coupe déborde. Ce qui s'est passé à Paris risque de se dérouler aussi dans d'autres grandes villes, m'exaspérai-je. Et apparemment, c'est la police française qui a procédé aux arrestations, car le journal parle de panier à salade, pas de camion militaire Bosch, précise Roger. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus ces gens qui ont été arrêtés et combien il y en a ? Demandai-je, le ventre noué, à mon ancien instituteur. D'après des collègues parisiens, annonce M. Hacheret, les policiers français, sur ordre des Allemands, ont arrêté plusieurs milliers de juifs dans les 3e, 10e, 11e et 12e arrondissements. Une partie d'entre eux, ceux n'ayant pas d'enfants, auraient été conduits en autobus au camp de Drancy. L'autre partie est parquée au vélodrome d'hiver depuis plusieurs jours, sans nourriture, avec un seul point d'eau sous le cagnard. « Qu'est-ce que vous croyez que les Allemands vont faire de ces gens ?» questionne mon père, pâle comme un linge. « J'imagine qu'ils vont les envoyer dans des camps. »« Les fameux camps de travail » s'écrie mon père d'une voix aiguë. « Les hommes, d'accord, éventuellement les femmes, mais les enfants. Et ne me dites pas qu'ils envisagent un État juif à l'Est. Ce serait oublier qu'Hitler fait de la solution du problème juif l'œuvre de sa vie. » Personne n'ose avancer la réponse qui, pourtant, semble la plus logique. Il les extermine. L'humeur à table ce soir-là est morose, tant nos pensées sont tournées vers ces milliers de personnes. Cela a le mérite de nous renforcer dans notre volonté de mettre à l'abri nos amis dès que possible. Pour l'instant, personne dans le village ne se pose de questions sur la présence de ces nouveaux venus. Après tout,
de plus en plus de citadins cherchent refuge à la campagne. Même les Allemands qui sont encore là n'y ont pas prêté attention. Les 2 aînés ont une bonne réputation, et voir leur fille avec une amie de son âge et son jeune frère un peu gringalet qui viennent se refaire une santé au bon air, quoi de plus normal. Ce beau bol d'air a un effet bénéfique sur Tintin, qui forcit pendant son séjour. Le miracle d'une alimentation un peu plus substantielle et des efforts physiques en extérieur. Nous sommes en fait devenus 3 inséparables pendant cet été 1942, œuvrant de conserve pour constituer et lier les gerbes pendant la moisson et aussi pendant la seconde fenaison en septembre. Pendant que la mère de mes camarades s'initie à la traite et à la fabrication du beurre et du Neuchâtel, j'enseigne à Lily et à son frère la meilleure technique pour traire une vache. Nous avons pu aussi profiter de la Varenne pour quelques baignades fin juillet et pendant la 3e semaine d'août, quand les températures ont été favorables. Nos soirées sont occupées par la lecture, mais aussi par l'éducation religieuse de nos 3 invités. Car il ne suffit pas d'avoir une nouvelle identité non juive, il est nécessaire de faire vraiment illusion en pouvant produire un faux certificat de baptême, en connaissant le rite catholique sur le bout des doigts et en allant à la messe le dimanche. Et pour Tintin, cela se traduit aussi par un certificat médical attestant qu'il a été opéré d'un phimosis pour que sa circoncision ne trahisse pas sa judéité. Finalement, les Lièvremont quittent Saint-Martin à la mi-septembre, grâce à la filière du réseau Libération Nord. Lors de la rentrée scolaire de l'automne 1942, nous n'étions plus que 2, moi et Solange. Nous n'avons aucune nouvelle de nos protégés pour l'instant. La rafle du 9 octobre à Rouen, même si elle visait des Juifs étrangers, nous confirme le bien fondé d'avoir aidé cette famille à fuir. D'autres événements nous ont ensuite confortés dans nos actions. En novembre, les Allemands et les Italiens envahissent la zone libre en représailles au débarquement allié en Afrique du Nord. Cette mauvaise nouvelle est compensée par le fait que Thonon-les-Bains est dans la zone d'occupation italienne, s'étendant sur toute la rive gauche du Rhône, qui sert de frontière avec les occupants allemands. Et c'est une bonne nouvelle au cas où l'oncle de Lily n'aurait pas encore quitté Thonon, car les autorités italiennes ont la réputation de protéger les Juifs de la persécution des nazis et du régime de Vichy. Comme le père de Solange l'a dit à sa fille, le maréchal Cavallero, chef d'état-major général des armées italiennes, a manifesté, début novembre 1942, sa désapprobation concernant certains aspects de la politique allemande, notamment envers les Juifs, déclarant aux Allemands que les violences contre les Juifs n'étaient pas compatibles avec l'honneur de l'armée italienne. Il faut croire qu'il y a encore des gens bien parmi nos ennemis. En attendant, nos amis semblent en sécurité, même si j'ignore où exactement. C'est du moins ce que m'a laissé entendre la carte postale que m'a envoyée Lily, utilisant le code dont nous avions convenu avant son départ, 2 vers extraits des Contemplations de Victor Hugo. Aimons-nous toujours, aimons encore, quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. Dès ce moment, je peux mieux me concentrer sur mes études. Cette année est importante. Je dois absolument réussir mon 2e baccalauréat. La période de Noël m'offre un répit dans mon travail acharné. J'éprouve un bien fou à renouer avec la vie de mon village, même si les Allemands sont toujours là. La résistance se montrant de plus en plus audacieuse, ils sont de plus en plus sur les dents. Ils ont raison d'être sur leur garde, car les résistants s'organisent de plus en plus en réseaux interreliés, comme Libération Nord, dont le responsable pour la Normandie est un collègue et ami de M. Hacheret, spécialisé dans le noyautage des administrations publiques. Je comprends mieux comment nous avons obtenu des faux papiers plus vrais que nature pour les Litzmann Lièvremont. Mes parents ont hébergé de nouveaux réfugiés qui ont été exfiltrés juste avant Noël. Au vu de la méfiance des Boches et des risques accrus, les pauvres gens ont dû rester cachés dans notre souterrain la plupart du temps. Solange et moi sommes frappés de stupeur lorsque nous apprenons qu'une nouvelle rafle a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier 1943, lors de laquelle plus d'une centaine de personnes sont arrêtées. Comme d'habitude, la presse locale n'en parle pas. Autre sujet d'inquiétude, le STO. Si Roger y a échappé l'année dernière, cette fois, à partir du 25 février, il ne va pas y couper, car les jeunes gens nés entre 1920 et 1922 sont ciblés. Départ fixé en juin 1943. Lorsque je retourne à la ferme pour Pâques, inutile de préciser que l'ambiance n'est pas au beau fixe. Après avoir caché de nouveaux réfugiés juifs à la mi-janvier,
Sans doute alertés par des âmes charitables juste avant la rafle, mes parents se préparent maintenant à cacher des réfractaires au STO, dont Roger, qui songe à rejoindre le réseau Cohort Asturies. C'est chose faite lorsque je reviens pour les vacances d'été, après mon succès haut la main à mon 2e baccalauréat. J'arrive au moment opportun pour la fenaison et la moisson. Roger parti, mon père se retrouve le seul homme pour faire fonctionner la ferme avec 3 femmes. Il a recruté 2 gamins du village, 2 frères, l'un de 16 ans, l'autre de 15 ans, dont la mère vient aider régulièrement maman pour la traite. 3 vaches ont de nouveau été vendues pour la boucherie. De toute façon, le manque de bras ne permet pas d'ensemencer les surfaces habituelles en céréales et plantes fourragères. Il ne nous reste plus que 12 vaches laitières et nos 2 bœufs. Nous avons réussi à garder nos lapins et nos volailles. Notre potager et notre verger nous fournissent suffisamment de fruits et légumes, dont bénéficient aussi les 2 jeunes ouvriers et leur mère. Désormais bachelière, pour devenir institutrice, comme mon amie Solange, je dois effectuer un stage dans un des 33 instituts de formation professionnelle prévus par Vichy pour les filles, c'est-à-dire 1 par académie. Il y en a autant pour les garçons. À la rentrée, comme mon amie, je suis prise en charge par celui de Rouen, logé dans l'ancienne école normale, pour mon apprentissage pédagogique. Logiquement, il devait y avoir 6 mois d'apprentissage de la pédagogie, puis 3 stages de formation technique. Un premier dans une classe d'application, un second dans une école technique, ménagère pour les filles et d'agriculture pour les garçons, et enfin un 3e dans un centre régional d'éducation générale et sportive, afin d'obtenir le diplôme élémentaire d'éducation générale. En réalité, pendant le premier trimestre, j'effectue 3 stages dans 3 niveaux différents d'exercice de l'école primaire. Une classe de fin d'études avec des élèves de 13 ans en école d'application, donc en ville, à Neuchâtel. Ensuite, une classe unique de campagne dans une petite école proche de Saint-Martin. Enfin, dans une classe de CP à Saint-Martin même, dans l'école de mon enfance. Je prends en charge un certain nombre de préparations pédagogiques pour les réaliser devant la classe. Cependant, je ne fais jamais la classe seule, puisque la maîtresse ou le maître titulaire garde la responsabilité permanente de sa classe. La préparation écrite de la classe est consistante. Cahier-journal, leçons rédigées, modèles de cahier, etc. Ce trimestre, pendant lequel Solange et moi sommes séparés, est évalué par une visite de l'inspecteur primaire et les rapports des maîtres d'accueil. Le début d'année 1944 est très compliqué pour mes parents. Les agriculteurs subissent des pressions et doivent fournir aux occupants des quantités précises de paille, de foin, des centaines d'œufs de février à octobre, des volailles. Les cultivateurs sont priés d'emblaver des hectares de terre pour le blé, les oléagineux, les betteraves, le lin, et fournir aussi de l'avoine, des pommes de terre. La population, elle, souffre encore plus des rationnements. En outre, en mars, ce sont nos postes de TSF qui sont confisqués. Tout ça pour nous empêcher d'écouter la BBC. En vain. Nous avons ressorti du grenier un vieux poste à galène. Pas terrible, mais suffisant. Quasiment à la même période, nous avons appris que Roger a été arrêté. Son réseau avait déjà été désorganisé en août 1943 par l'arrestation d'un des responsables suite à celle d'un opérateur radio qui avait livré les codes. 200 membres avaient ensuite été déportés et 30 fusillés. Roger avait réussi à se cacher, et le chef du réseau n'avait pas parlé sous la torture. Mais, par le biais de recoupements, la Gestapo et l'inspecteur rouennais Ali, au service des Boches, ont pu rattacher un grand nombre de pseudonymes liés au réseau. Notre ouvrier s'est fait arrêter lors d'une descente consécutive à une infiltration d'un autre réseau, le réseau Salesman. Nous apprenons par le bouche à oreille que ceux qui ont été arrêtés mi-mars ont été emmenés le 20 avril vers le camp de Compiègne. Parmi eux, Roger et les boulangers du maquis Les Diables Noirs. Sotteville et Rouen, déjà copieusement bombardés en août et septembre 42, l'ont été à nouveau en avril 44, puis entre le 30 mai et le 4 juin. Je me souviens parfaitement des bombardements d'avril. J'étais tétanisée, accrochée à Solange comme mes camarades dans l'abri où nous sommes restés pendant des heures. C'est le bombardement du 19 avril qui a certainement permis à Roger et aux autres résistants détenus de ne pas être fusillés. Tous les documents ayant été détruits lors des dégâts subis par le palais de justice et les locaux de la Gestapo, il n'y avait plus de preuves tangibles contre eux. Le seul point positif de ce printemps,
c'est le retour des légumes verts qui viennent s'ajouter aux légumes secs. Et mes parents ont toujours leurs lapins et ont sauvegardé des volailles pour notre consommation et de quoi dépanner les plus démunis. Le deuxième trimestre de ma formation se déroule à Rouen et consiste tout d'abord en un enseignement théorique, dispensé le matin par seulement 2 professeurs. Le premier est chargé de pédagogie générale, qui regroupe la psychologie de l'enfant, l'histoire de la pédagogie et l'administration scolaire. Le second est chargé de la didactique, c'est-à-dire la pédagogie liée aux disciplines à enseigner, pédagogie du calcul, de la lecture, etc. L'ensemble de cet enseignement est cependant assez précaire, avec ses 2 seuls professeurs et des locaux en partie occupés par les Allemands. Notre professeur de pédagogie générale ne semble pas vouloir s'adapter au nouveau programme de Vichy, car il persiste à nous transmettre les préceptes de Jean-Jacques Rousseau ou les thèses d'Émile Durkheim, ce dernier étant particulièrement honni par les penseurs du nouveau régime pour sa sociologie de l'éducation. Je considère son attitude comme un acte de résistance intellectuelle qui nous rassure, Solange et moi. Les après-midi se déroulent en école d'application. Comme au premier trimestre, nous passons par les différents niveaux, CP, CE, fin d'études primaires. Il y a même en classe d'application à Rouen une classe à plusieurs niveaux, qui reconstitue les conditions de la classe unique de campagne. Nous sommes placés au fond de ces classes par groupe de 15 stagiaires en observation. Puis, à tour de rôle, nous mettons en application une leçon préalablement préparée. Après les questions et la discussion pédagogique avec le maître et le professeur, nous recevons une note de pratique. Ce trimestre se conclut par un examen écrit consistant en un devoir théorique de pédagogie. Le troisième trimestre représente la fin de la formation et soi-disant la grande innovation du régime de Vichy. Il s'agit d'une sorte de formation pratique en vue d'enseigner une spécialisation professionnelle aux élèves de fin d'études primaires. Il faut choisir entre 2 options, soit un stage dit industriel accompagné de stages en usine, soit une formation en école d'agriculture où l'on reçoit un enseignement de botanique, agronomie, etc. Mais l'enseignement de chimie organique reste purement théorique puisqu'il n'y a plus d'engrais depuis longtemps, même dans les écoles d'agriculture. Le choix entre l'option agricole ou industrielle est dicté par nos origines sociales. Les élèves d'origine ouvrière choisissent évidemment l'industrie, par souci de rapprochement familial, tandis que les enfants d'agriculteurs profitent d'une formation gratuite dispensée en agronomie. Comme je suis une fille, je me suis retrouvée dans une école d'enseignement ménager agricole à Mesnières-en-Bray. Ce dernier trimestre, troublé par les attentats et les sabotages, puis par le débarquement, s'avère plutôt chaotique. Ce n'est qu'en août 1944 que ma formation s'achève par un stage de formation gymnastique et sportive, la grande affaire du régime de Vichy, pour qui l'éducation physique est très importante, suivant ainsi l'exemple germanique. Mais il est écourté par les combats de la libération. Dans ce tumulte, je passe l'examen écrit final qui porte sur un sujet de morale professionnelle, dont la note est ajoutée à celle de conduite et de travail, et me permet d'obtenir le certificat de stage, ayant pour objectif de remplacer le certificat d'aptitude pédagogique créé en 1887. Au cours de cette année, nous étions payés comme stagiaires, mais les difficultés essentielles étaient celles de la nourriture, très réduite lorsque nous étions en ville, et celles des transports, inexistants ou dangereux. Il me semble que moi et mes camarades de la promotion 1943-1944 avons été les seuls à suivre le programme de formation imposé par Vichy, dont le but était de nous donner le goût et le sens du travail manuel, et ramener ainsi l'école primaire à ses vraies traditions françaises. Selon le gouvernement collaborationniste, nous, les institutrices, devons avoir pour objectif de susciter la vocation de bonnes ménagères. Par conséquent, l'école ne doit pas former des intellectuels et éloigner les maîtres et maîtresses de leur rôle premier, former les individus à leur vie future. Notre fin de formation perturbée par le débarquement et tout ce qui a suivi me permet de rentrer enfin chez moi le 31 août, le jour de la libération de Neuchâtel. Contrairement à d'habitude, je n'ai pas été très présente lors de la fenaison et des moissons. Mes parents ont dû tout faire avec leurs jeunes journaliers et quelques voisins qu'ils ont aidés en retour. Les récoltes n'ont d'ailleurs pas été fameuses. Mais mon père estime que nous sommes moins à plaindre que certains autres paysans, comme ceux des zones où ont eu lieu des combats, ou sur le passage des Allemands lorsqu'ils se sont repliés, embarquant souvent aussi les chevaux et les véhicules en état de marche.
Légèrement à l'écart de leur trajectoire, nous n'en avons pas trop souffert, tout comme nos terres n'ont pas été couvertes de mines. Mais tous les dégâts n'ont pas été liés aux occupants en fuite. Certains agriculteurs ont vu leurs récoltes et leurs meules de foin, de paille, de lin et autres incendiées par des Français en représailles. Certaines fermes ont même été attaquées. Pour être honnête, il s'agit souvent de paysans qui ont gagné beaucoup d'argent en vendant aux Allemands ou aux trafiquants leurs produits à des prix exorbitants. Mes parents m'apprennent les dernières péripéties survenues ces derniers jours. Lorsque les Boches se sont repliés depuis la Basse-Normandie, ils se sont cachés dans les forêts de la Londe, des Essarts et du Rouvray à partir du 21 août. La nouvelle du spectaculaire bombardement aérien de la rive gauche de Rouen, qui a mis à feu et à sang l'armada allemande bloquée au bord du fleuve le 25 août, les a rendus encore plus nerveux qu'ils ne l'étaient déjà. Et des soldats ont multiplié les exactions contre les civils tout au long de la rive gauche de la Seine. Beaucoup ont fait halte à Bourtrould le 26 août, en attendant le moment opportun pour se replier de l'autre côté de la Seine. L'armada de chars et de véhicules lourds s'est alors engagée dans le méandre et s'est accumulée sur la rive gauche de Rouen, se trouvant ainsi prise au piège dans la gigantesque nasse formée par le fleuve. Les troupes allemandes ont utilisé divers radeaux ou bacs afin de traverser en amont et en aval de Rouen par les nombreux passages possibles, Quillebeuf-sur-Seine, Watteville-la-Rue, Côtebec-en-Caux, La Mailleraie-sur-Seine, Heurtauville, Duclerc, Rouen et son agglomération, mais aussi Oissel, Elbeuf, Pose. Les allers-retours se sont faits d'abord de nuit pour échapper aux chasseurs bombardiers alliés, cherchant à couler les bacs. À mesure que le front s'est rapproché et que les troupes se sont massées sur la rive sud de la Seine, les voyages ont eu lieu de jour comme de nuit. Mais les moyens de traversée utilisés ont considérablement ralenti leur repli. Le 29 août, les opérations de traversée de la Seine étaient terminées, mais les forces alliées ont poursuivi des divisions allemandes qui se repliaient pour se réorganiser, traversant des villes et des villages, abandonnant souvent des véhicules en route par manque d'huile ou de carburant, sans oublier des combats désespérés, des redditions en nombre. Je dois dire qu'en cette fin août 1944, la libération de Rouen, et par ricochet celle du pays de Bray par les Anglais, les Canadiens et les Polonais, sont les seules choses qui nous ont tenus en haleine. Notre petit coin tranquille n'a pas été épargné. Moins de bombes pour nos petits villages, mais des avions descendus par la flaque allemande, des arrestations massives comme celle de Roger, ou des résistants fusillés comme au Haillon, juste à côté de chez nous, le 29 août alors qu'ils transportaient des armes en camion de 500 à Aumale. Avec ces forêts, le pays de Bray avait beaucoup intéressé les Allemands. S'ils étaient peu nombreux à Saint-Martin, ils l'étaient plus à Ardouval, au Valigot, ainsi que dans la forêt d'Eu, à Guerville, entre les vallées de la Brelle et de l'Yère. Nos profondes forêts et les multiples chemins forestiers offraient des conditions favorables pour la construction de bases militaires et installer des rampes de lancement pour leurs bombes volantes, les V1, des aéronefs sans pilote, mais avec une charge explosive destinée à l'Angleterre. Il y avait aussi une rampe à la Vaupalière, à côté du château du Parquet, et une autre à Hénouville, près de la maison du garde forestier. Mais si la cible était l'Angleterre, et en particulier Londres, des habitants au sud de Dieppe se sont trouvés sur la trajectoire de ces engins qui frappaient à l'aveugle après leur lancement depuis nos forêts. Mais apparemment, aucun V1 n'a jamais décollé de la base d'Ardouval, car les Anglais l'ont bombardé plus d'une fois. Le problème est que les bombes alliées ne tombaient pas toujours sur des endroits où se trouvaient des rampes de lancement. En outre, dans le courant du mois d'août, les Boches les avaient démontées pour les emmener plus au nord. La Normandie avait beau avoir été libérée en grande partie, la guerre n'était pas finie et le rationnement non plus. Depuis le printemps, la pression que les états-majors exerçaient sur leurs hommes se ressentait dans le comportement de ces derniers à notre égard. Dans les villes, les SS étaient les plus redoutés, d'autant plus que la plupart arrivaient du front de l'Est et avaient tendance à traiter les civils français comme ils traitaient ceux des territoires qu'ils venaient de quitter. Ils avaient la gâchette facile, comme en avait témoigné la mort d'un industriel de la vallée de l'Andelle, qui avait osé sommer un officier de cesser ses tirs dans sa propriété dans laquelle il s'était introduit. Un cultivateur avait subi le même sort, tué par des rafales de pistolets mitrailleurs tirés à travers la porte et les fenêtres de sa demeure.
Les SS ignoraient les conventions passées entre les autorités françaises et allemandes et réquisitionnaient eux-mêmes ce dont ils avaient besoin. Logement, en expulsant manu militari leurs propriétaires, moyens de transport, denrées. Ils n'admettaient aucune résistance, et bien des mères avaient été brutalement menacées. Le moindre incident pouvait entraîner des représailles sanglantes. Je me demande encore comment notre ferme est passée au travers. Il est vrai que nous sommes éloignés de la côte où ont eu lieu la majorité des combats, mais nous n'étions pas si loin des routes qu'ils avaient empruntées pour se replier vers le nord. Quant aux Alliés, leur progression après la libération de Rouen le 30 août 1944 a été fulgurante. Les troupes alliées ont poussé en direction de la Somme et de la Manche. Le 30 août, au soir, les tanks canadiens atteignent Blainville-Crevon. Les fantassins canadiens se sont emparés progressivement des plateaux de l'Est et du Nord de Rouen. Le lendemain, la 3e division d'infanterie a planté son bivouac nocturne au Haillon, à Poméréval, à Beauménil, alors que les chars de la 4e division blindée libéraient le canton de Buchy et lançaient des reconnaissances vers Forges. Le 1er septembre, les Polonais ont traversé Neuchâtel, libéré Foucarmont puis Blangy-sur-Brel, et les Canadiens ont nettoyé Neuchâtel puis traversé le canton de Londinières avant d'atteindre eux. En même temps que la population civile, ils ont libéré un nombre impressionnant d'aviateurs alliés, tombés au cours de l'été, ou même un peu avant, et cachés par les réseaux de résistance ou des particuliers courageux. Ça a été le cas des 2 aviateurs britanniques que mes parents cachaient depuis des jours. Lors de la libération de nos villages, certains agissements des FFI ont jeté le trouble dans les campagnes. Soi-disant à la recherche de trafiquants du marché noir ou de collabos, des indisciplinés comme à Buchy ont perquisitionné des fermes, réquisitionné et même procédé à des arrestations. Pour cette raison, De Gaulle dissout les organes de commandement des FFI dès la fin août. À l'automne, le gouvernement décide de canaliser les ardeurs des jeunes résistants en dirigeant les FFI volontaires vers l'armée française en voie de reconstitution. Le 1er septembre reste gravé dans ma mémoire à jamais. Revenu depuis la veille dans mon village, je prends mon vélo pour rendre visite à M. Hecheret. J'espère bien obtenir un poste dans mon ancienne école. Mon regard est attiré par un étrange spectacle. Sur la remorque d'une camionnette, 2 femmes sont assises sur une chaise. Une Juva 4 estampillée FFI est immobilisée sur la place, non loin de cette estrade improvisée. 4 jeunes gens émergent brusquement de la mercerie des Follets, traînant derrière eux Lucie. Ces 4 garçons, je les connais. Je les ai tous croisés sur le trajet de la communale ou dans les fêtes de village. Le premier, Francis, a 1 an de plus que moi. Je me rappelle qu'il était plutôt un bon élève. Derrière lui, Jules Crevel, du Leniguier d'agriculteurs comme moi, un garçon plutôt rustre qui faisait souvent l'école buissonnière, préférant les champs. Il a redoublé toutes les classes, finissant sa scolarité en A1 an lors des séances de lecture et en écrivant avec moult fautes. En revanche, il était très doué en calcul mental, ce qui, ma foi, est utile pour un paysan. Malgré ce don, il était souvent affublé du bonnet d'âne et subissait souvent les brimades de ses pairs. J'avoue qu'à l'époque, j'éprouvais de la compassion à son égard. Robert Bayer, qui tient Lucie par le bras droit, est le fils des cafetiers du village. Lui non plus n'aimait pas l'école. Il avait pourtant obtenu son certificat d'études sans grosse difficulté. Lui aussi battait des records d'absentéisme, malgré les convocations répétées de ses parents par les instituteurs. Il préférait pêcher les poissons dans la Varenne. Il les capturait à la main. Dès ses 14 ans, en 1940, il servait dans la gargote familiale, une main-d'œuvre supplémentaire et gratuite, qui a permis aux bailleurs d'installer une terrasse devant leur troquet et de faire prospérer leur affaire. Robert avait un avenir tout tracé, succéder à ses parents. Le dernier, à la gauche de Lucie, Henri Touchard, est le plus jeune des 4, le fils d'une Horsenne, venu de Champagne, qui n'a jamais dévoilé quoi que ce soit sur son passé. Tout ce que les villageois savent, c'est qu'Henri porte le nom de sa mère, signe que celle-ci est une fille-mère. Gervaise garde son secret sur l'origine de son fils, et les cancaniers ont élaboré des théories comme celle qui prétend qu'elle a dû être engrossée par son patron. Elle est journalière et se loue à qui a besoin de ses services. Bien sûr, certaines mauvaises langues allèguent qu'elle ne loue pas que ses bras. Beaucoup de fermières la voient d'un sale œil faire partie des équipes embauchées pour les fenaisons et les moissons. Ma mère n'y a jamais vu un quelconque inconvénient. Elle doit bien être la seule.
Henri était un bon élève, ce qui confortait l'hypothèse d'une origine d'élite. Toutefois, le statut de sa mère a été un frein à la poursuite de ses études au-delà du certificat. Depuis 2 ans, comme sa mère, il travaille comme journalier. Je dévisage sans aménité les 4 garçons que je n'ai pas vus depuis un bail, à part les croiser brièvement l'un ou l'autre pendant les vacances scolaires, n'échangeant qu'un rapide bonjour. « Que se passe-t-il » demandai-je à la femme qui se tient à ma gauche. « Les FFI vont punir ces 3 traînés qui ont couché avec les Boches. Celui qui est devant est le sergent Francis Dubourg, des FFI. »« Sergent, lui ? Quand je pense que je l'ai connu sur les bancs de l'école. » Je ne pose pas plus de questions. Je regarde Lucie, qui, très droite, regarde au loin, droit devant elle. Juste au pied du camion, un officier attend le groupe. « Voici la dernière de ces putes à Boche, mon lieutenant, » annonce Robert Bayer. Je ne connais pas ce lieutenant. Son regard est glacial lorsqu'il toise Lucie, qui ne baisse pourtant pas les yeux. La main de l'officier part et gifle violemment la jeune femme qui chancelle sous l'impact et s'effondre à terre. « Alors, on couche avec les Fritz ?» dit l'homme d'une voix dure qui me fait froid dans le dos. « Grimpe dans le camion et assieds-toi, espèce de pute. Le Merlan, tu peux commencer ton boulot. » Je n'avais pas vu le coiffeur du village derrière les 2 premières victimes. Je le prenais plutôt pour un partisan de Vichy, celui-là. Il se met à tondre la première des 3 femmes, une brunette dont les boucles s'éparpillent sur le sol. Lucie ne s'est toujours pas assise. Le lieutenant fait signe à Robert et Henri qui la poussent sans ménagement vers le tabouret. « Apparemment, c'est plus facile de se coucher que de s'asseoir, » lui lance-t-il d'un ton hargneux. Sous les colibés quasi unanimes des spectateurs, Lucie s'assied sous la pression des 2 FFI. C'est plus que je ne peux en supporter. C'est apparemment aussi facile de s'en prendre à de faibles femmes que s'en prendre aux Boches, m'écriai-je. Vous ne devriez pas plutôt combattre avec l'armée ? Un silence de plomb s'installe sur la place. Le lieutenant cherche des yeux qui a osé prononcer ces paroles. Il ne tarde pas à me repérer, d'autant que je ne me cache pas, bien au contraire. Il me scrute de son regard hautain. « De quoi te mêles-tu ? Tu veux peut-être subir le même sort que ces égéries à Dorifort ? Où étiez-vous tous les 5 en 1942, quand les premiers réseaux de résistance se sont organisés, poursuis-je. Je ne vois ici que des résistants de la dernière heure, qui ont tourné leur veste quand les Alliés approchaient. » Puis je me tourne vers des villageois dont certains baissent la tête. « Et vous ? Peut-être devrais-je révéler vos activités pendant l'occupation ? Certains ont accumulé du fric grâce aux Boches, d'autres ont dénoncé des innocents. Vous pouvez vraiment être fiers. Vous haïssiez tous soi-disant les nazis, mais aujourd'hui vous vous comportez comme eux. » Pendant ce temps, le coiffeur poursuit son œuvre d'humiliation sur la seconde des femmes. « De quel droit nous juges-tu, espèce de morveuse ?» crache le lieutenant en me fusillant du regard. Une voix s'élève soudain tout près de moi. Monsieur Hacheret, en uniforme des FFI. « Du droit des résistants de la première heure, tout comme ses parents qui ont caché au péril de leur vie des juifs, des réfractaires et OSTO, des aviateurs alliés. Est-ce suffisant ? » « Vous êtes qui, vous ?» éructe l'officier. « Capitaine Hacheret, de l'état-major du général Le Gentilhomme, responsable local du réseau Libération Nord. Les 2 années sont entrées en résistance dès la fin 1941. Je vous déconseille de toucher un seul cheveu de cette jeune femme. Ce n'est pas une raison pour prendre fait et cause pour ces putains qui ont fridolinisé sur les matelas des Boches, et celle-ci a couché avec un officier. Si monsieur Hacheret me sauve de la tonte, pour autant Lucie n'y échappe pas. Il me fait signe de me taire. Il est trop tard. Les mèches de la pauvre fille tombent au sol, les unes après les autres. Le coiffeur tremble en coupant les longues mèches. Entre collabos, on se comprend, persifle l'odieux lieutenant au Merlan. Lucie ne bronche pas, mais je vois bien qu'elle grelotte. Dessine-lui une jolie décoration, ordonne l'officier. Le coiffeur troque ses ciseaux contre la tondeuse et ébauche la parure exigée par l'officier. Une croix gammée. Une fois le travail terminé, le lieutenant ordonne aux 3 femmes de se lever. « Descendez du camion et en rang. » Ce type est odieux. Que va-t-il imposer maintenant à ces femmes qui ont peut-être couché avec un Allemand, et non pas des Allemands comme il le prétend ? « En avant, marche !» scande l'horrible personnage. Il les fait passer au milieu des villageois, et lorsqu'elles passent devant lui, je le vois avec horreur lever le bras, tout en incitant ses argousins à en faire autant. « Heil Hitler !» Lucie recule légèrement, mais les FFI poussent les 3 femmes en avant et certains villageois osent reproduire le salut honni à leur passage. J'ai envie de leur sauter à la gorge, mais monsieur Hacheret me retient par le coude. «
Un cri retentit parmi les villageois. « À poil !» C'est en effet une bonne idée, ructe le lieutenant. Que ces étahirs de haute volée défilent dans la tenue dans laquelle elles accueillaient leurs amants. Mon instituteur intervient à nouveau. Dois-je vous rappeler que vos manœuvres punitives ne sont que tolérées par le gouvernement provisoire, que les violences avilissantes seront réprimées? Il suffit maintenant, si certains ne veulent pas être fusillés. En effet, l'arrêté a été placardé sur les ordres du commissaire de la République, condamnant la justice expéditive rendue en dehors des circuits réguliers par des mesures de rétorsion pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Des spectateurs réfractaires aux provocations du lieutenant FFI se tiennent à l'écart. Je remarque qu'Henri discute nonchalamment avec ses compères et avec les villageois les plus venimeux. C'est donc ainsi qu'il a choisi de s'assimiler. Son passé de bâtard n'existait plus. Je préférais pourtant son ancienne réputation de fils illégitime qui n'avait jamais fait de mal à quiconque. Dois-je vous rappeler que je suis capitaine et vous seulement lieutenant? Je vous somme donc de laisser ces femmes rentrer chez elles. Et vous tous dispersez-vous, ajoute M. Hacheret aux villageois. Pendant que la population du centre de Saint-Martin s'égaille, les 3 compagnes d'infortune se réfugient chacune chez elles sans se jeter un regard longeant les murs. La mère de Lucie me jette un regard reconnaissant au passage, bien que je n'ai pu empêcher l'humiliation subie par ces femmes accusées de collaboration horizontale, qualifiées au mieux de cocodettes frivoles. Pourtant, elles sont peut-être simplement tombées amoureuses. Le lendemain, après la messe, je me dirige au vu et au su de tous vers le logement de la mercière. Je veux que Lucie sache que tout le monde ne se comporte pas comme les salauds qui les ont tondus. « Merci d'avoir essayé, Hélène. C'était risqué de ta part, me dit-elle d'une voix larmoyante. Je sais, mais je ne supporte pas l'injustice. Et je sais que tu n'as rien fait de mal. L'homme que tu aimais était tout simplement dans le mauvais camp. Tu sais, j'ignore si Hans m'a aimée, mais moi j'étais amoureuse. Je t'assure que je n'ai jamais trahi qui que ce soit. Je te crois, Lucie. Je connaissais Hans, il était gentil. En fait, nous avons commencé à discuter lorsque j'ai su qu'il venait de Bavière. C'est là que mon frère est prisonnier. Grâce à ce qu'il m'a raconté sur sa région, j'avais l'impression d'être plus proche d'André. Tu as eu des nouvelles depuis qu'il est parti, me demande-t-elle. Non, nous n'étions pas proches à ce point. Et toi? J'ai reçu quelques lettres jusqu'au début 1943. Depuis, plus rien. J'ai bien peur qu'il soit mort en Russie. On ne peut pas l'écarter, mais tu n'as aucune certitude. Il ne m'a jamais rien promis, Hélène. Je crois que pour lui, j'étais un second choix. Je ne réagis pas à cet aveu. Après l'avoir assuré de mon soutien et de mon aide, je prends congé des 2 femmes.